Je m'appelle Harper Sloan. J'ai 41 ans. En tant qu'avocate spécialisée en droit immobilier, j'ai cru comprendre les lois de la vie aussi bien que les lois elles-mêmes. Jusqu'à ce soir-là, au restaurant en bord de mer où mon mari m'a demandé en mariage, il est arrivé, non pas avec des fleurs, mais avec sa jeune secrétaire enceinte. Elle posa une main sur son ventre, sourit et dit doucement, « Nous voulons fonder une nouvelle famille chez toi. » Il pensait que j'allais craquer. Il n'en avait aucune idée. J'attendais ce moment depuis très longtemps. Avez-vous déjà été trahi par celle que vous aimiez le plus? D'une manière si éhontée que cela semblait irréel. Que feriez-vous si la maison que vous avez construite de vos propres mains devenait un trophée pour l'autre femme? Laissez un commentaire ci-dessous si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire à la mienne. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour suivre cette histoire jusqu'au bout. J'ai rencontré Nathan Sloan à 25 ans, lors d'une fête célébrant ma première grande victoire juridique. Un litige foncier qui a duré 18 mois. J'étais la plus jeune avocate de l'équipe, et pourtant celle dont la presse parlait le plus. Il avait l'air d'un homme qui avait tout vu. Chemise en lin couleur pierre, verre de whisky à la main, un sourire en coin et un regard calculateur dissimulé derrière un charme raffiné. Je me souviens exactement de ce qu'il a dit en s'approchant. Pour moi. Tu n'as pas seulement gagné le procès, Harper. Tu as brisé les préjugés. J'ai trouvé ça captivant. Un homme qui voyait les combats invisibles que les femmes comme moi devaient mener pour rester là où nous étions. Les choses ont évolué rapidement après ça. C'est Nathan qui m'a demandé en mariage, qui m'a encouragé à quitter mon ancien cabinet pour créer notre propre entreprise, qui m'a convaincu de construire une belle maison, en témoignage de la vie que nous construisions ensemble. Et j'ai bêtement cru que c'était ça l'amour. J'ai passé 2 ans à chercher le terrain idéal le long de la côte de Santa Barbara. Un endroit avec une vue imprenable, suffisamment privé, assez loin de la ville pour être au calme, mais assez proche pour ne jamais me sentir isolé. Je suis resté sous le soleil, à regarder chaque planche de bois, chaque pierre, chaque ligne de toit prendre forme. 3 étages, une façade en pierre de Tuscaniani et des portes vitrées du sol au plafond ouvrant largement sur l'océan. Tout était à nos 2 noms. Laisse-moi sauver la face, avait dit Nathan avec un sourire. Un homme ne peut pas admettre qu'il vit au crochet de sa femme. J'ai signé sans hésiter. Je l'aimais, et plus que tout, je n'aurais jamais imaginé devoir un jour me protéger de cet homme. Au début, les signes de contrôle étaient subtils. Des commentaires comme « Tu n'as pas besoin de costume. Ça te fait paraître froide. » ou « Pourquoi rester tard au bureau? On pourrait penser que je ne peux pas subvenir à tes besoins. » Je les ai balayés du revers de la main, jusqu'à ce que je réalise que j'avais progressivement changé de tenue, de discours, et même de posture lors des événements, tout cela pour éviter que Nathan ne se sente éclipsé. Un jour, je suis revenu d'un sommet juridique féminin au niveau de l'État, où mon discours avait été publié dans le journal spécialisé. Nathan ne m'a pas félicité. Il m'a plutôt dit, « As-tu déjà remarqué que plus tu réussis, plus tu deviens froide envers moi ?» Je suis restée silencieuse, non pas par culpabilité, mais parce que je ne savais pas comment lui répondre sans le blesser, ou plus exactement, sans lui donner un sentiment d'infériorité. Je pensais maintenir la paix. Mais en réalité, j'abandonnais peu à peu des morceaux de moi-même pour me conformer à l'ombre dans laquelle il voulait que je vive. Ces 6 derniers mois, des intuitions familières ont commencé à s'insinuer. Voyage d'affaires soudain, message sans réponse. À chaque fois que je demandais, Nathan avait un scénario prêt. Appel urgent de Seattle. Vol matinal. Le PDG voulait un rendez-vous privé. Je pensais avoir déjà envoyé un SMS. Je l'avais suffisamment entendu pour mémoriser le texte. Mais un jour, alors qu'il prétendait être à New York, son téléphone indiquait San Diego, à un peu plus de 2 heures de route de chez nous. Je n'ai rien dit. J'ai simplement commencé à tout noter. J'ai aussi remarqué de petits retraits réguliers sur notre compte secondaire, des frais étranges, des réservations de restaurants dans des endroits où je n'étais jamais allé, des paiements de meubles liés à une adresse inconnue. Quand j'ai demandé, il a ri. Il s'est probablement trompé de carte. Je vérifierai, mais il n'y a jamais eu de suivi. Un jour, je suis rentré tôt d'une réunion à San José, la maison était plongée dans le noir. Je suis entré et j'ai vu la chemise grise de Nathan jetée sur le canapé, un verre de vin à moitié vide sur le bar. Mais ce qui m'a figé, c'est le collier d'émeraude posé de travers sur le fauteuil. Ce n'était pas le mien. Je ne porte pas de bijoux comme ça.
Je n'en ai jamais porté. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé mes yeux faire ce que ma voix n'a jamais pu faire, voir la vérité sans la nier. Comme si une partie de moi l'avait toujours su. Le reste attendait simplement confirmation. Je me croyais forte, rationnelle, assez perspicace pour ne jamais tomber dans les pièges de tant de femmes accomplies. Pourtant, il m'a fallu près d'1 an pour trouver le courage d'appeler Monica Pierce. Son nom était murmuré dans les cercles juridiques internes comme un précieux secret. Une ancienne agente du FBI capable de déterrer des pistes financières et des relations cachées sans laisser de traces. Pas de site web, pas d'adresse publique, un seul numéro de téléphone et une ligne qui disait tout. Je ne vous aide pas à pardonner, je vous aide à savoir. Notre première rencontre a eu lieu dans une vieille librairie de Pasadena. Mes paumes étaient moites, comme si c'était moi qui cachais quelque chose. Monica était assise au fond, un rayon de soleil éclairant le dossier noir devant elle. Harper Sloan. Sa voix était basse, nette, sans la moindre pitié. J'ai besoin de tout savoir. Elle ne m'a pas demandé ce que je soupçonnais déjà ni ce que je savais. Elle a ouvert son ordinateur portable, m'a demandé la date de naissance de Nathan, son numéro de sécurité sociale et quelques comptes bancaires communs que nous utilisions. Puis elle a dit, donnez-moi 3 jours. Je vous enverrai le premier fichier. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email. Pas d'objet, pas de salutation, juste une ligne. À ouvrir quand on est seul. J'ai verrouillé la porte de mon bureau, tiré les stores, mis mon téléphone en mode silencieux et cliqué sur la pièce jointe. Des captures d'écran de virements interbancaires. Un flux constant de fonds du compte de Nathan vers une entité appelée Gewater Solutions Ltd, basée aux îles Caïmans. La destinataire, Maya Quinn. Je n'avais jamais entendu ce nom, mais quelques lignes plus loin, le message de Monica m'a glacé le sang. Maya Quinn, nom légal d'Avery Quinn avant son changement de nom en 2019. Antécédent d'abandon scolaire dans un collège communautaire. Ancienne barmaid au Club Knox. Club Knox. Je me souvenais des réunions d'investisseurs récurrentes de Nathan tous les jeudis soirs pendant notre première année à Santa Barbara. Le jeudi même soir avait lieu le cocktail VIP. À l'époque, je n'y accordais pas beaucoup d'importance. Maintenant, c'est on ne peut plus clair. Monica a joint une vidéo de la caméra de sécurité extérieure du club, récupérée par un agent de sécurité à la retraite qu'elle avait réembauché pour accéder à d'anciennes images. La scène était floue sous les néons. J'ai vu Avery ou Maya se disputer avec une femme en flagrant délit. Leur langage corporel était tendu. Le son était brouillé. La vidéo s'est coupée juste au moment où la roue s'était tirée vers le parking. Le mot de Monica disait, cette femme, nommée Lauren Field, a disparu 2 semaines plus tard. Toujours pas retrouvée. Aucune conclusion officielle. J'ai éteint l'écran et me suis adossé à ma chaise. J'avais l'impression que ma poitrine était remplie de ciment, non pas par jalousie, mais par quelque chose de plus froid, de plus profond. La prise de conscience d'avoir laissé quelqu'un comme lui circuler librement dans ma vie. J'ai rappelé Monica immédiatement. Je veux en savoir plus sur celui qui est derrière les transferts d'argent et sur Nathan et Maya. Depuis combien de temps, quand ça a commencé, à quelle fréquence ils étaient ensemble. J'aurais besoin d'un accès complet, a dit Monica sans détour. Téléphone, email, compte de stockage cloud si vous êtes connecté. Je lui ai tout envoyé, y compris la liste des mots de passe que Nathan avait stockés dans une application sécurisée, que j'avais discrètement copiée l'année dernière. Il m'a répondu par un simple message. Tu as bien fait d'arriver tôt. La plupart des gens ne savent même pas par où commencer, mais tu as déjà commencé. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert le coffre-fort et sorti l'acte de propriété. Après de nombreuses nuits blanches, j'avais décidé de transférer la propriété du manoir à une SARL nouvellement créée, Hall. Halstead Holdings, détenue conjointement par moi et un cousin éloigné du Nevada. C'était légal, discret et tout à fait dans la zone grise du droit des biens personnels. En cas de procès, Nathan devrait prouver que la maison était toujours considérée comme un bien matrimonial, et il perdrait. J'ai aussi commencé à collecter chaque petit détail. Reçu de cadeaux inhabituels, horaires de réunions atypiques, email personnel de son compte secondaire, capture d'écran de l'iPad familial partagé dont Nathan avait oublié de se déconnecter. Chaque détail était une pièce de puzzle, et je reconstituais discrètement une image dont il ignorait même qu'elle était en train d'être redessinée. Au dîner, je souriais encore et servais encore de la salade à Nathan.
Il me tenait encore dans ses bras dans son sommeil, m'envoyait encore des messages doux lors de ses voyages d'affaires. Mais je n'étais plus l'épouse aveuglément dévouée. J'observais et j'attendais le bon moment. Anukika avait raison. Le pardon est un choix. Mais sachant la vérité, c'est une responsabilité. Et je m'en occupais une étape à la fois. Je n'en ai parlé à personne, sauf à Cecilia Booth. Nous nous sommes rencontrés à la fac. J'étudiais le droit. Elle la psychologie. Pendant que je passais mon temps dans les bibliothèques et les salles de débat, Cecilia lisait Freud dans le parc et dessinait d'étranges spirales sur la couverture de ses cahiers. Elle était la seule personne assez patiente pour s'asseoir en silence avec moi et la première à remarquer que quelque chose n'allait pas, avant même que je me l'avoue. Vendredi soir, je l'ai appelée. J'ai besoin de parler. Elle a marqué une pause. Un avocat a besoin d'un médecin. 10 minutes plus tard, nous étions assis dans son bureau, une petite pièce au 3e étage d'un immeuble en briques rouges de Westwood, où le parfum de menthe poivrée et de bois de cèdre se mêlait comme une douce invitation à parler. Cecilia ne m'a pas demandé si je voulais du thé. Elle ne m'a pas demandé si j'étais sûr de vouloir commencer. Elle s'est assise, a croisé les jambes et m'a regardé droit dans les yeux. « Depuis quand ?» demanda-t-elle doucement. Depuis que j'avais peur de la façon dont mon regard se renvoyait dans le miroir chaque matin, je lui ai tout raconté sur Nathan, sur Avery, sur Monica et le clip de Club Knox, sur les comptes en banque, sur la SARL que j'avais créée en secret, sur la façon dont je collectais des preuves comme un procureur dans mon propre mariage. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit une chose. « Harper, j'ai une question à te poser, et je le pense sincèrement. Fais-tu ça pour gagner ou pour détruire ? Tu sais, je ne suis pas du genre à être obsédé par la vengeance. Non, mais tu es du genre à te laisser emporter par le sentiment de trahison. » Elle ne l'a pas dit pour m'attaquer. Elle l'a dit pour me faire prendre du recul et me regarder en face. « Je ne veux blesser personne », ai-je commencé. « Mais tu es prête à aller jusqu'au bout pour protéger ce que tu crois être la justice. » Je comprends. Mais Harper, tu dois être très clair là-dessus. La stratégie, c'est l'action avec intention. La haine, c'est l'action sans contrôle. Si vous choisissez la stratégie, gardez la tête froide. Si vous choisissez la haine, vous vous brûlerez bien avant de brûler qui que ce soit. J'ai expiré. Ma gorge brûlait comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. De la stratégie, ai-je dit. C'est de la stratégie. Elle a hoché la tête comme pour approuver silencieusement, puis a ajouté. Alors ne vous réjouissez pas quand vous recevez un autre morceau. Réjouissez-vous quand ce morceau les force à dévoiler leur jeu. Le lendemain, j'ai demandé à Monica d'étendre le champ de surveillance, non seulement d'Avery, mais aussi de sa mère, Judith Quinn. Judith avait été institutrice dans l'Ohio, veuve en 2012. Tout chez elle semblait ordinaire jusqu'à ce qu'il y a 3 mois, elle emménage soudainement dans un luxueux appartement en bord de mer à Naples, en Floride. L'acompte s'élevait à plus de $150 000, payé en totalité en 3 jours. Monica m'a envoyé des photos prises par drone, un appartement avec balcon face à l'océan, une BMW X5 flambant neuf garée devant, et une liste de livraison, incluant des articles Versace, Michael Kors et Cartier, tous expédiés via Amazon Prime. Le nom de la destinataire, Judith Parker, un nouveau nom de famille, était joint aux photos que Monica avait écrites. J'ai trouvé un changement de nom datant d'il y a 18 mois. Peut-être pour effacer un passé. Il m'a fallu une seconde pour assimiler, mais à l'intérieur, les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place. Nathan transférait de l'argent à une société écran. Cette société finançait Maya Quinn. Maya a changé son nom pour Avery. Sa mère a également changé le sien. Et maintenant, ils vivaient comme des gens financés par de l'argent que personne n'osait remettre en question. Ce soir-là, je suis rentré tard. Nathan dormait. Les lumières de la pièce étaient éteintes et les lampadaires projetaient des ombres liquides au plafond. Je suis resté longtemps debout à la porte de la chambre, le regardant dormir en silence. L'homme qui m'avait autrefois fait croire que je ne serais jamais abandonné. Maintenant, je ne voyais plus qu'une distance entre nous, incommensurable en mètres carrés ou en années, mais une confiance brisée et la coquille vide d'un mariage glacial. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier. Je l'ai intitulé Judith Floride et j'ai commencé à documenter davantage, non pas pour détruire qui que ce soit, mais pour que, s'ils s'effondraient d'eux-mêmes, j'ai la vérité en main. Un lundi matin, alors que je consultais des dossiers de projet au bureau,
j'ai reçu une enveloppe express du cabinet d'avocats Osborne et Burch. À l'intérieur se trouvait une demande de divorce signée par Nathan Sloan. Motif, des violences psychologiques prolongées ayant des conséquences néfastes sur ma santé mentale et émotionnelle. J'ai posé le dossier, me suis redressé et j'ai relu chaque ligne. Pas un seul mot n'était vrai, mais j'ai immédiatement compris. Ils avaient décidé de faire le premier pas, et ils pensaient que je réagirais de manière impulsive, colérique, sur la défensive, perdant le contrôle du jeu que je préparais depuis des mois. Je ne l'ai pas fait. J'ai tourné la page jusqu'à la dernière page pour vérifier qui était son représentant légal. Ben Osborne. J'ai laissé échapper un petit rire. Ben avait été mon assistant de cours de droit immobilier en première. Intelligent, perspicace, mais toujours si prudent. Il semblait timide. Nous avions eu quelques débats houleux en cours. Je me souvenais qu'il avait dit un jour, « Harper, tu as du talent, mais parfois, être trop bon donne envie aux autres de te défier. » Maintenant, Ben représentait mon mari, et j'ai compris la tactique pour ce qu'elle était. Une guerre psychologique. Utiliser un visage familier, l'embellir de termes moraux et essayer de me déstabiliser. Mais ils avaient oublié quelque chose. Je n'étais plus cette étudiante aux yeux écarquillés assise au premier rang. Ce jour-là, je n'ai pas répondu à la pétition. J'ai simplement envoyé un SMS à Monica. Ils ont fait le premier pas. J'ai besoin des dernières nouvelles et je veux revérifier le compte au nom de Judith. Elle m'a répondu 3 minutes plus tard. Je suis les flux financiers. Il y a quelque chose que tu dois voir. 2 jours plus tard, dans un petit café de Silver Lake, Monica m'a déposé un mince dossier estampillé, client privé. Il s'agit des données d'accès du système interne de votre entreprise via l'adresse email d'Avery. Elle a sorti un journal imprimé, l'historique de connexion de la base de données interne sécurisée de l'entreprise, avec les eurodatages. Elle a copié plusieurs documents sur une clé USB, dont le plan d'évaluation foncière pour le projet Redbrook que vous négociez actuellement. Monica m'a regardé d'un ton sérieux. Elle n'est pas seulement la maîtresse enceinte de votre mari. C'est un pion utilisé pour extraire des données financières. Dans l'immobilier, les plans d'évaluation foncière non publiés valent de l'or. Si Nathan se préparait à quitter le mariage en montant un dossier pour violence psychologique et qu'Avery jouait le rôle de la future mère blessée émotionnellement, alors le reste du plan pourrait consister à utiliser ces données à des fins lucratives ou de pression. J'ai levé ma tasse de café, les mains fermes. Ils pensent que je vais reculer. Ils pensent que je suis faible, a dit Monica avec un sourire narquois. Mais ils ne savent pas ce que vous gardez dans votre coffre-fort. Cette nuit-là, j'ai attendu que Nathan s'endorme. J'ai ouvert le coffre-fort sous l'escalier, celui où je conservais les contrats originaux que personne ne touchait, sauf moi et mon avocat. J'en ai sorti un mince dossier, le contrat de travail d'Avery Quinn. L'original, signé par elle et moi, daté du jour où elle est officiellement entrée en période d'essai au service investissement de mon cabinet, il y a 1 an et demi. Je tourne la page 7, clause 6.2, éthique et confidentialité. L'employé s'engage à ne pas entretenir de relations personnelles avec des associés financiers principaux ou leurs proches ayant accès à des données financières sensibles. La violation de cette clause entraînera un licenciement immédiat et une éventuelle responsabilité civile. La signature d'Avery McQueen était claire. Je n'ai pas rédigé cette clause pour l'empêcher de tomber amoureuse. Je l'ai écrite pour protéger mes biens. Quelques jours plus tard, lors de la première séance de médiation préliminaire dans leur cabinet, je suis entré, l'air calme. Nathan portait un costume gris. Avery une robe de maternité pâle, les yeux faussement gonflés de larmes. Il se leva et tendit la main avec un calme professionnel. « Harper, je suis désolé que nous nous rencontrions à nouveau dans ces circonstances. »« Je ne le suis pas, dis-je doucement, puis je me tournai vers lui. Avant de commencer, j'ai une demande officielle. Un test ADN. » Avery se figea visiblement. Ben se pencha et lui chuchota quelque chose. Nathan fronça les sourcils. « Harper, dit Nathan doucement. Ce n'est pas nécessaire. »« Tu ? » ?»« Non, je suis la procédure. » Je l'interrompis. « On ne peut pas partager les biens d'un enfant si on n'est pas certain de l'identité du père. » Ben essaya de garder son sang-froid. « Nous pensons qu'une telle demande pourrait être émotionnellement pénible pour ma cliente, surtout pendant sa grossesse. » Je souris. Elle pourrait alors refuser. Mais je soumettrai ce contrat de travail au tribunal. La violation de la clause déontologique est claire et ses conséquences, je le crains,
vont au-delà de la perte de son emploi. Le silence retomba dans la salle. Avery regarda Nathan comme si elle voulait dire quelque chose, mais ses lèvres se pincèrent au moment où Ben intervint. Nous aurons besoin de temps pour examiner les documents que vous avez présentés. Je me levai et pris le dossier. Prenez votre temps. J'avais préparé la version du tribunal, mais si vous préférez régler ça en interne d'abord, je suis prêt à vous le permettre. Je savais qu'il ne s'arrêterait pas pour un seul contrat, alors je n'ai pas hésité pour une seule médiation. Pendant les 2 semaines suivantes, Monica et moi avons travaillé presque 24 heures sur 24. Elle a passé au peigne. Fin chaque lien financier, chaque ligne des relevés bancaires, chaque transaction à un peu moins de $10 000 sciemment partagés. Un schéma familier pour quelqu'un qui échappe à la surveillance fédérale. Puis, un mercredi après-midi pluvieux, Monica est entrée dans mon bureau, déposant une clé USB et 2 pages imprimées sur mon bureau. Vous avez demandé l'arme ultime. Je vous ai apporté tout l'arsenal. J'ai branché la clé USB. L'écran a chargé un enregistrement vocal extrait d'une conversation vocale. La voix d'Avery. Aiguë, légèrement sèche, et visiblement irritée. Je ne sais pas. Bon. Le bébé pourrait être de Nathan ou de Zach. Je ne suis pas scientifique. Qui est Zach? Ai-je demandé, les yeux toujours rivés sur l'écran. Monica a parcouru la 2e page. Zachary Moore, propriétaire d'Equinox Strategy LLC, basé en Arizona, a reçu $642 000 de virement depuis le compte offshore où Nathan a transféré de l'argent ces 9 derniers mois. J'ai levé les yeux sans ciller. Zach est son ex. Pas seulement un ex, a répondu Monica. Il a été condamné pour fraude en 2018, blanchiment d'argent dans l'immobilier. Le nom d'Avery a été évoqué comme témoin potentiel, mais elle n'a jamais témoigné. Tout a commencé comme sur un échiquier où j'étais autrefois un pion silencieux, devenu aujourd'hui stratège en chef. J'ai transmis le fichier audio et le rapport financier à mon avocat privé, le genre d'avocat qui ne parle jamais à la presse, déteste la publicité, mais sait comment faire reculer les gens face à des preuves irréfutables. EMP Monica, après 22 heures, êtes-vous encore réveillée? Oui. Je pense que vous devez voir ça. Elle a envoyé un lien. Une vieille vidéo de surveillance récupérée par un technicien judiciaire qu'elle avait engagé à titre privé. L'horodatage indiquait le 14 juin, il y a 5 ans. Le lieu était la ruelle du Club Knox, où Avery était barmaid. J'ai lancé la vidéo. Avery, les cheveux blonds attachés haut, se tenait près d'une grande poubelle. Elle criait après une jeune fille brune, menue, peut-être une cliente ou une collègue. Le son était déformé, mais le langage corporel était hostile. Avery la pointait du doigt, la poussait légèrement dans la poitrine, puis pointait un doigt vers le parking. Quelques secondes plus tard, la jeune fille se retournait et courait. Avery lui lançait quelque chose. L'écran tremblait légèrement. Le message de Monica était affiché. La jeune fille s'appelait Lindsay Brooke. Portée disparue 3 jours plus tard. L'affaire reste non résolue. Personne n'en a jamais parlé. Avery fut la dernière à la voir. Je restais figé. Ce n'était pas de l'infidélité. C'était un schéma de manipulation, mêlé à de l'argent et du contrôle. C'était un comportement qui s'aggravait. Mon mari détournait des fonds illégaux. Avery utilisait ses relations personnelles pour accéder à ses biens. Et peut-être un lien avec une affaire pénale non résolue. Avant la première audience, mon avocat a déposé une requête demandant au tribunal de requalifier l'affaire de civil en civil avec des implications pénales potentielles, compte tenu des preuves financières et des liens des 2 accusés avec un individu ayant déjà fait l'objet d'une enquête fédérale. La partie de Nathan a répondu par le silence. Je savais ce que cela signifiait. Il n'avait plus le contrôle. Il se démenait pour gérer les conséquences. Et dans le monde juridique, le silence est l'aveu le plus élégant qui soit. Je n'ai pas dit un mot sur la vidéo, je n'avais pas publié l'enregistrement audio et je n'avais pas encore soumis les documents financiers au tribunal. J'ai simplement demandé à mon avocat de m'envoyer un avertissement formel. Nous sommes en possession de documents qui peuvent être soumis au bureau du procureur fédéral si nécessaire. Et en privé, j'avais déjà élaboré 2 scénarios. Premièrement, il recherche un accord, renonce à toute revendication sur les actifs et se retire discrètement du litige pour éviter toute enquête plus approfondie. Deuxièmement, il s'obstine et prolonge le procès. Je laisserai alors le jury écouter l'enregistrement, examiner le rapport financier et visionner la vidéo inédite. Quoi qu'il en soit,
j'étais prêt. La salle d'audience était étrangement froide ce jour-là, malgré une température extérieure dépassant les 27 degrés Celsius. J'étais assis à la table du plaignant, les yeux rivés sur Nathan qui s'avançait vers la barre des témoins, visiblement mal à l'aise comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Son costume, probablement repassé plus tôt ce matin-là, présentait maintenant de légers plis aux épaules et aux poignets. Le col de sa chemise était légèrement ouvert, comme s'il essayait de respirer plus profondément que d'habitude. Mon avocat, Maître Marshall, se leva, ajusta ses lunettes et commença. « Maître Sloan, pouvez-vous m'expliquer pourquoi, au cours des 9 derniers mois, vous avez transféré un total de $642 000 sur le compte d'Equinox Strategy LLC ?» Nathan se lécha les lèvres, jeta un coup d'œil à Avery, puis dit, c'était un investissement personnel, une façon de soutenir un vieil ami. Et qui est ce vieil ami? Marshall demanda, sans lui laisser le temps de cligner des yeux. Zachary Moore. Nous sommes allés à l'université ensemble. Marshall hocha légèrement la tête. Mais les documents financiers montrent également qu'Avery Quinn, actuellement enceinte et vivant avec vous, a également un lien personnel avec Monsieur Moore. Exact. L'atmosphère dans la salle d'audience se resserra comme si quelqu'un avait actionné une soupape de sécurité. Nathan balbutia, incertain d'être toujours en contact. Pour la première fois, la juge Emerson leva les yeux et croisa le regard de l'accusé. Elle tapota légèrement le banc avec son stylo. Monsieur Sloan, si vous n'êtes pas en mesure de fournir une réponse claire, le tribunal envisagera un accès complet au relevé bancaire et à la correspondance numérique afin de clarifier la nature des liens en cause. Puis ce fut le tour d'Avery. Elle portait une robe bleu pâle et des ballerines, les mains posées sur son ventre comme s'il s'agissait d'un halo à protéger. Mais lorsque Marshall présenta au tribunal une demande de test de paternité, son attitude changea. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » dit Avery, la voix tremblante. « Cela serait source de stress pour moi et le bébé. » Le juge Emerson hocha légèrement la tête. « Madame Quinn. Le tribunal respecte le droit de protéger votre santé, mais lorsque les biens et les droits légaux de l'enfant sont utilisés dans le cadre de l'affaire, établir la paternité n'est pas facultatif. » Avery se tourna vers Nathan, mais cette fois, il ne la regarda pas dans les yeux. Il fixa le sol, silencieux. Marshall leva calmement la main. De plus, le tribunal pourrait prendre en compte un enregistrement audio entre Madame Quinn et un tiers, dans lequel elle déclare explicitement ne pas être sûre de l'identité du père. De son côté, l'avocat Ben Hawthorne ferma brièvement les yeux, comme quelqu'un qui aurait déjà vu l'échiquier s'effondrer et son dernier pion se dresser seul. Pendant la suspension d'audience, je me tenais seul dans le couloir du tribunal, un café tiède à la main. Ben s'approcha, l'air lourd. « Harper, j'ai besoin de vous parler en privé. » Je le conduisis dans un couloir plus calme. « Je me retire de l'affaire, dit-il sans attendre. Nathan ne m'a pas dit toute la vérité, et je ne représenterai pas un client en qui je ne peux plus avoir confiance. » Je l'ai regardé un instant, puis je lui ai demandé gentiment. « Qu'est-ce que Nathan ne vous a jamais dit de ce que j'ai présenté ?» Ben a inspiré lentement. « Presque tout. Je n'étais pas au courant des transferts. Je ne savais pas pour la société offshore. Je ne savais certainement pas qu'elle était liée à une vieille affaire de disparition. Je suis avocat, pas quelqu'un qui dissimule des preuves. Merci d'avoir pris du recul quand c'était important. » Ben s'est retourné pour partir, mais avant de quitter la salle, il a marqué une pause. « Harper, je sais que vous n'avez probablement pas besoin d'entendre cela, mais à l'époque, je vous admirais vraiment. Maintenant, je vous admire encore plus. » À la reprise de l'audience, le juge a pris acte du retrait de Hawthorne et a accordé un report d'1 jour pour que la défense puisse désigner un nouvel avocat. Mais même à ce moment-là, je n'étais pas concentré sur le choix du prochain avocat. J'étais concentré sur le regard vide de Nathan. Le regard d'un homme qui savait que le mur s'était fissuré et que derrière lui se cachait une vérité trop lourde à retenir. Ce matin-là, je travaillais à mon bureau lorsque le téléphone a sonné. Monica, elle n'appelait jamais, sauf en cas d'urgence. J'ai décroché. « Il y a un nom que tu dois retenir, » a dit Monica, la voix basse. Le numéro de Chase Donnelly Avery. Exactement. Il m'a contacté après avoir vu le procès mentionné sur un vieux forum juridique. Chase ne s'attendait pas à ce que les choses aillent aussi loin, et hier, il a accepté de coopérer avec mon enquêteur indépendant. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai expiré. Qu'a-t-il dit? Ses mots exacts étaient,
j'ai aimé Avery comme un fou. Mais elle ne m'a jamais aimé. Elle disait toujours, si tu veux sortir de la pauvreté, il faut tomber enceinte d'un riche. Avoir un enfant était son levier. Je serrai la main, non par jalousie, mais par pure répulsion. Chase savait-il pour Nathan? Il le savait. Avery lui avait dit que Nathan était un candidat stable, avec une réputation irréprochable et un patrimoine clair. Elle avait même préparé un dossier sur lui, son historique d'investissement, tous ses liens commerciaux. Harper, ce n'était pas émotionnel. C'était un plan. Un frisson d'amertume me parcourut. La prise de conscience que j'avais un jour participé à la stratégie de quelqu'un sans même le savoir. Cet après-midi-là, je reçus un email de mon assistante. Une femme nommée Veronica Quinn souhaitait me rencontrer. Elle prétendait être la mère d'Avery Quinn. Je relus le nom, puis j'acceptai. Le rendez-vous était fixé dans un petit café de Lincoln Park. Je choisis une table près de la fenêtre. Veronica arriva avec 10 minutes de retard, mince, vêtue d'une robe en soie grise, les lunettes de soleil foncées toujours sur le nez. Elle prit place, les lunettes de soleil toujours sur le nez, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je ne vous ferai pas perdre votre temps. » Elle sortit une épaisse enveloppe de son sac à main. « Voici tous les documents relatifs à l'appartement en Floride. Je les ai signés et j'ai clairement indiqué que l'argent provenait de ma fille, Avery. Si nécessaire, je témoignerai que l'appartement était un don conditionnel de Nathan Sloan. Pourquoi faites-vous cela? » Elle a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient légèrement gonflés, des cernes révélant des nuits blanches. Parce que je sais que ma fille n'est pas innocente, mais je ne veux pas non plus qu'elle se noie si elle a une chance de se racheter. J'ai froncé les sourcils. Alors, c'est ça la rédemption? Non, elle m'a regardé droit dans les yeux. C'est pour l'empêcher d'affronter la fin que j'ai vu se dérouler avec ma propre mère. J'ai gardé le silence par loyauté. Et ce silence a détruit toute ma famille. Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai tendu la main et j'ai accepté l'enveloppe. Merci de ne pas avoir choisi à nouveau le silence. Ce qui vous est arrivé ne faisait pas partie de mon plan, mais je ne l'ai pas empêché. J'ai regardé sa silhouette disparaître par la fenêtre du café. Aucun au revoir n'a été échangé. Quelques jours plus tard, le tribunal a ordonné le gel temporaire de tous les actifs litigieux, y compris le manoir, deux banques et le dépôt de garantie. Comptez les investissements dans la société Écran Equinox. Les agences fédérales de surveillance financière ont également commencé à examiner les flux financiers entre Nathan, l'entité offshore, et le compte de Zachary Moore. Nathan et Avery n'étaient plus vus ensemble. La nouvelle avocate de Nathan, une quinquagénaire, refusait de faire des déclarations au tribunal et demandait sans cesse des reports pour les audiences à venir. Mais j'ai reconnu les signes. C'étaient les signes d'une fracture irréparable. Les résultats du test de paternité sont arrivés exactement une semaine après le départ d'Avery de l'appartement d'Evston. Une enveloppe scellée, timbrée du voile rouge du tribunal. Je l'ai ouverte dans la cuisine, les mains encore couvertes de miettes de pain que je n'avais pas rincées. L'ADN ne correspondait pas, Nathan n'était pas le père. Je me suis installé confortablement dans le fauteuil, m'essuyant les mains sur la serviette en lin que ma mère m'avait envoyée du Maine. Douce, usée, familière. Puis j'ai appelé mon avocat. Je veux un arrangement. Propre, définitif. Nathan ne s'est pas présenté. Son avocat a signé en son nom. Il n'avait plus l'air suffisant que j'ai vu sur son visage lors de notre première médiation. Après avoir perdu son rôle d'investisseur au sein du Northwest Regional Project Board en raison d'enquêtes en cours sur des transferts illicites, Nathan n'avait plus beaucoup de poids. Je n'ai pas fait traîner les choses. Je lui ai proposé de se retirer complètement de la SARL, celle qui détenait le titre de propriété du manoir, et en échange, je lui verserai un versement unique, suffisant pour qu'il puisse quitter Chicago et repartir à zéro s'il le souhaitait. Son avocat a acquiescé. Pas de négociation. Tout s'est conclu en moins de 40 minutes. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un email de l'agence immobilière. Le manoir avait été vendu 5,1 millions de dollars au-dessus du prix demandé. Les acheteurs étaient un couple de Seattle qui adorait le toit en bois voûté et le bassin à carpe koi que j'avais insisté pour construire dans le jardin. Je ne suis jamais retourné dans cette maison. Les clés ont été envoyées par la poste. Je ne voulais pas m'attarder une dernière fois devant elle. Je ne voulais pas toucher le porche froid où j'avais attendu Nathan pendant 3 hivers.
Au lieu de cela, j'ai fait mes valises et je suis parti. J'ai choisi le Vermont, une petite ville près de Lake Willoughby, où les feuilles de l'érable semblaient chanter leur propre chanson de renaissance. La maison que j'ai achetée était une petite cabane blanche, 2 chambres, un porche modeste et un vieux poêle à gaz. Pas de cheminée électrique, mais un bois en briques rouges qui brûle avec l'amour à première vue. Le premier voisin que j'ai rencontré était Madame Mildred, une veuve dans les années 70 qui aimait faire de la confiture de bleuets. Elle m'a donné son premier pot après m'avoir vu lutter avec le tuyau du jardin. Tout le monde ici a un passé, Mademoiselle Harper. La seule différence est de savoir qui choisit de le porter et qui choisit de le laisser sur le chemin derrière. Je lui ai fait un doux sourire, je l'ai remercié. Aucune explication, pas d'histoire. Le Vermont n'avait pas besoin de savoir qui j'étais à Chicago. Quelques matins, je me réveille à 4 heures, brasse du thé noir et je m'assois sur le porche. Le lac à l'aube est toujours recouvert d'une brume douce, comme un voile calme posé sur la mémoire. J'ai réapparu comment faire les gaufres à la cannelle que j'ai abandonné pendant 8 ans de mariage parce que Nathan n'a jamais aimé l'odeur. Le poêle à bois remplit la cabine d'une douce chaleur de cannelle, de chêne, de liberté. Monica appelle toujours de temps en temps. Cécilia envoie des livres, les dernières revues de thérapie cognitivo-comportementale et de psychologie italienne. Je ne peux même pas lire et je n'ai pas changé mon numéro. Nathan pourrait envoyer un SMS. Il ne l'a pas, Avril n'a laissé aucune trace. Un dimanche après-midi de mars, alors que la neige fondait et que l'odeur de sol humide se glissait à travers les fenêtres, j'ai accroché un petit panneau devant la maison du lac. Un rassemblement pour les femmes qui ont traversé des divorces déloyaux. Pas de nom, aucune inscription. Venez si votre cœur a besoin d'un endroit calme. 6 femmes sont venues. Personne ne se ressemblait. L'un portait un blazer sur mesure, un autre un vieux sweat à capuche avec des taches de café sur les menottes. Nous nous sommes assis autour de la table à Maplewood que j'ai trouvée dans un magasin d'occasion. J'ai servi de pain doux et couché à la main que j'avais moi-même cuit moi-même. Personne n'a partagé des chagrins dans les premières minutes. Ce n'est que lorsque la deuxième bouilloire de thé a disparu qu'une femme nommée Judith a parlé tranquillement. J'avais l'habitude de penser si je avais été un peu plus gentil, peut-être qu'il n'aurait pas triché. Je lui ai versé plus de thé, posant doucement ma main sur son coude. Ils ne partent pas parce que nous sommes cruels. Ils partent parce qu'ils ont choisi de s'éloigner avant d'avoir le courage de faire face à la vérité. Qu'ils n'étaient pas dignes de la gentillesse que nous avons donnée. Judith n'a pas pleuré, mais elle est restée derrière pour aider à laver la vaisselle plus longtemps que quiconque. Cette nuit-là, alors que je lavais la dernière tasse en verre, Cécilia a appelé. Comment tout le monde tient-il? Bon. Personne ne s'est cassé plus loin. Personne n'est complètement guéri. Mais nous nous sommes assis ensemble sans armure. Silence. Puis sa voix douce. Que vivez-vous pour l'instant, Harper? Pas pour la vengeance, dit, mais parce que je n'ai plus besoin de défendre. Je vis pour ne résister à personne. Je vis donc je n'ai plus à rétrécir dans la maison que j'ai construite de mes propres mains. Le lendemain matin, j'ai trouvé une petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. Aucune adresse de retour, pas d'expéditeur, seulement une carte postale et le silence qu'il transportait. Une photo d'une plage calme, de sable blanc, gris ciel, une silhouette floue au loin. Je l'ai retournée. Écriture manuscrite inclinée, régulière mais légèrement tremblante. Tu n'as jamais crié. C'était la partie la plus effrayante. Je me tenais tranquillement sur le porche, tenant la carte. Cœur aussi immobile comme le lac avant une brise. Aucune signature, aucune date, aucun soupçon de qui l'a envoyé. Mais je savais que le message n'était pas dénué de sens. Était-ce Nathan? Était-ce Avril ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui avait regardé de la ligne de touche a été témoin d'une guerre qu'il n'a ni gagnée ni perdue. Je n'étais pas sûr. Et étrangement, je n'avais plus besoin de savoir. À cause de toutes les choses que j'ai jamais perdues, il y avait une chose que j'ai finalement récupérée. Quelque chose que personne ne pouvait me retourner ou voler à nouveau. C'était le silence, oui, mais pas le vide. Il était fait de force, enraciné dans la paix, et maintenu stable par la vie que j'ai reconstruite. Que pensez-vous que cette carte postale signifiait? Était-ce un avertissement tardif? Un soupir silencieux de quelqu'un qui se rendait compte qu'il était trop tard? Ou la dernière période à la fin d'une histoire qui ne ferait jamais fermer? Je ne saurais peut-être jamais qui l'a envoyé, mais je le sais. Mon silence n'est plus remise.
C'est un refus de réintégrer un jeu dont je me suis déjà éloigné. Et vous, si vous étiez vous, auriez-vous besoin d'une réponse? Souhaitez-vous garder cette carte en tant que souvenir ou le jeter dans le feu avec toutes les choses qui n'appartiennent plus? Partagez vos pensées ci-dessous. Je veux avoir de vos nouvelles. Ceux qui ont choisi le calme pour aller de l'avant, s'arrêter au bord d'une falaise, ou qui ont appris à se tenir à nouveau dans une maison qui se sentait autrefois comme à la maison. Et si vous vous voyez dans cette histoire, n'oubliez pas de suivre la chaîne parce que les histoires que nous partageons ici ne sont pas seulement des souvenirs. Ce sont des ponts vers la guérison. Des histoires sur la famille, l'amour, la trahison et le courage silencieux de ceux qui croyaient autrefois qu'ils n'avaient plus rien à protéger. Rendez-vous dans l'histoire suivante. Peut-être que la prochaine fois, ce sera le vôtre.